Merci, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc vous l'avez rappelé, Nicolas Stargart est professeur à l'université d'Oxford et c'est un spécialiste de l'Allemagne nazie, ou pour être plus précis, de la société allemande sous le nazisme. Et donc son dernier opus, La guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre, eh bien, offre, je crois, une plongée assez passionnante dans la société allemande de la Grande Tourmente, et il essaye au fond de répondre à une question centrale qui mobilise l'intérêt des historiens. Au fond, les Allemands ont-ils suivi de bout en bout aveuglément leur fureur? Ce qui invite à réfléchir, bien entendu, vous l'imaginez, à tout un ensemble de questions. L'emprise qu'exerce le nazisme sur la société, la manière dont les Allemands s'approprient l'idéologie nazie, la manière aussi dont ils négocient avec le régime, autant donc de questions qui sont abordées dans ce très beau livre. Alors cette question, c'est une question bien entendu compliquée, et pour la traiter, et c'est je crois l'une des originalités du livre, qui je vous rassure est épais mais qui se lit très bien, grâce notamment à une très bonne traduction, mais pas seulement, c'est aussi dû à un procédé narratif, c'est-à-dire qu'au fond Nicolas Stargart alterne constamment entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, ce sont les analyses qui portent sur la guerre, la société allemande, confrontée au nazisme et à la guerre. Les deux éléments sont importants. Mais par ailleurs, il suit un petit groupe d'individus qui sont des bourreaux ou des victimes que nous connaissons assez bien parce qu'ils ont laissé des correspondances, des journaux intimes. Et donc, du coup, non seulement nous pouvons suivre les itinéraires de ces individus, mais ces individus, au fond, incarnent et humanisent le récit en permettant d'approcher, au fond, au plus près de l'individu, ce que cette période de tourmente a signifié. Et donc, l'ensemble nouveau, un livre épais, mais particulièrement vivant, où, je le répète, l'infiniment petit croise, ou plus exactement éclaire, l'infiniment grand. Alors, pour commencer à écouter et à débattre avec Nicolas Stargart, je pense qu'il y a trois grandes questions que l'on peut poser. Ce ne sont pas bien entendu les seules, mais il y a trois grandes questions. La première question tient au rapport des Allemands à la guerre et à la conduite des Allemands pendant la guerre. La seconde question tient à la question de la sphère privée, qui est une question centrale dans la réflexion sur le totalitarisme. Et la troisième tient bien entendu à la question du génocide. Alors, je vais commencer donc par la première question, la question de la mobilisation des Allemands pendant la guerre. Est-ce qu'au fond, on peut dire que les Allemands ont combattu jusqu'au bout, ce qui est au fond une différence avec les Italiens, et comment caractériser cette mobilisation? Yeah. That's it. Comme ça. Oui. Thank you so much. As you can hear, I merci have to beaucoup. speak this Donc, strange. malheureusement, je dois parler une langue qui va disparaître sous peu de l'Union européenne. Bon, j'espère qu'on va poursuivre en anglais. Bon, je vous remercie beaucoup de cette invitation et de cette présentation. Donc, vous avez posé la question centrale et apporter une réponse. La réponse pourrait expliquer la structure double de livre où il y a une vision macro de la société et une vision plus micro des individus. Donc, avec l'Allemagne nazie, avec la dictature, il y a beaucoup de rapports de la police secrète concernant l'état de l'opinion publique. Chaque semaine, il y a eu des comptes rendus de la police qui ont été synthétisés pour faire un compte rendu pour la direction nazie. Est-ce que tout le monde dispose de casque? Si vous voulez écouter en traduction, ou je pourrais ralentir, si vous voulez. Donc, depuis longtemps, on sait ce
dont disent les gens dans des lieux semi-publics, en faisant la queue devant les magasins, au marché, dans la rue. On connaît leurs plaintes, leurs revendications et ce qui voulaient fêter. Et on ne connaissait pas l'importance de tout cela. Pour ça, il faut avoir des sources privées. Si on veut connaître l'émotion, l'investissement moral, les dilemmes, les questions que se posent les gens pour savoir cela, il faut disposer de sources privées. Et donc, j'ai essayé de créer une sorte de tableau de vie d'individus dans l'itinéraire traversé toute cette période. J'ai essayé de choisir des gens d'âge différents, de classes sociales différentes et de régions différentes. Mais il y a toujours un danger que la classe moyenne ou l'élite qui parle bien prennent plus d'importance que les gens plus simples qui écrivent moins. Mais pendant une guerre mondiale, bien entendu, tout le monde envoie des lettres. Parce que dès qu'il y a une mobilisation des armées, dès la mobilisation et l'évacuation des villes, l'évacuation des familles, des villes, tout le monde va écrire. Même ceux qui n'auraient pas écrit en temps de paix, ils écrivent. Donc, on a une documentation privée qui nous manque pour la période des années 30 ou des années 50. Il en va de même pendant la Grande Guerre. Donc, voici la stratégie. En essayant de suivre les vies, des itinéraires des individus en temps réel pendant la guerre, on arrive à trouver quelque chose de très important. Ils ne savent pas que sera l'avenir. À eux de deviner. On connaît leurs attentes, on connaît leurs espoirs. Et cela montre la façon dont les gens absorbent et réagissent au présent. Donc lors du début de la guerre n'était pas populaire. Moins peu suivi en Allemagne, les gens n'étaient pas enthousiastes, mais il y avait cependant une certaine légitimité perçue. Donc il y a cette espèce de paradoxe où on pourrait très bien ne pas vouloir l'arrivée de quelque chose tout en évitant de poser des questions concernant cela. Donc ça permet de poser la question suivante. Est-ce une mobilisation patriotique plutôt qu'une mobilisation nazie? Bon, les projets extrêmes des nazis, l'assassinat des patients dans des asiles psychiatriques et l'exportation, la déportation des juifs, ça aurait pu avoir lieu avec des minorités sans faire la guerre, une grande guerre mondiale qui durait 6 ans. À la fin de la Grande Guerre, l'Allemagne avait perdu, disons, 2 millions de morts et des centaines de milliers de civils qui étaient décédés. Et dans certaines villes, telles Berlin, les morts civiles dépassaient le nombre de tués à la guerre. C'est pour cela que le début de la guerre n'était pas accepté avec enthousiasme. Bon, au début de la Grande Guerre, les gens pouvaient penser qu'il y aurait une grande guerre, une guerre rapide comme au 19e siècle, mais ils ne pensaient pas à une grande guerre qui allait durer. On n'avait jamais rien vu en Europe depuis 1815. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, ils pensaient que ce serait au moins aussi mauvais que la Grande Guerre. Donc, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 5 millions de morts militaires, 4 millions de morts civils, dont 400 000 la suite des bombardements. Donc c'est quelque chose. Il y a eu des pertes de vie très importantes en Pologne par exemple, mais en France, en Italie et au Royaume-Uni, il y a eu moins de décès que lors de la Première Guerre mondiale. Donc au début de cette guerre, les attentes étaient très basses. Les gens étaient pessimistes, mais il n'y a pas eu
de refus ou de protestation contre la guerre. Et même dans la vie privée du journal intime, les gens ne posaient pas de questions concernant la justification, la légitimité de la guerre. Et c'est la première opposition par rapport à la guerre la Grande Guerre. À cette époque-là, ils ne savaient pas quel serait l'avenir, la durée de la guerre, le coût de la guerre, et ils ne savaient pas que ce serait une guerre génocidaire. Et tout au long de la guerre, ils allaient apprendre tout cela. Et cela, c'est l'objet de ce livre, montrer l'itinéraire d'un peuple qui pense au début qu'ils vont refaire une guerre comme en 14, ils comprennent que c'est une guerre génocidaire, une guerre différente de la Grande Guerre, et ils trouvent des raisons pour justifier cela. Donc, je pense, en bref, qu'il s'agit d'une sorte de patriotisme ou d'une envolée patriotique. Donc, je vais essayer d'expliquer. Le 1er septembre 1939, Wilhelm Rosenfeld, qui était instituteur dans la SA, en tant qu'ancien combattant de la Grande Guerre, il était mobilisé et il devait se rendre à une zone d'assemblage où il devait distribuer des armes à ses hommes. Et le 1er septembre, il s'est assis pour envoyer une lettre à son fils qui était adolescent et qui avait démarré son service obligatoire. Et il a écrit, bon, maintenant les choses sont faites, l'incertitude est terminée, élevée, nous savons à quoi nous attendre. La tempête se lève à l'est. Donc, il sait que le Wehrmacht a envahi la Pologne, où, comme la presse et la radio allemande ont expliqué, ils ont répondu à l'attaque des Polonais contre les troupes allemandes avec une contre-attaque en Pologne. Et à partir de là, l'invasion de la Pologne pour les Allemands n'était pas le début de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était qu'une réponse à une attaque ennemie. Et Rosenfeld, la veille au soir, à la radio, on avait lu les demandes de la Pologne et il avait expliqué que les propositions du Führer étaient acceptables, modérées et servaient à préserver la paix. Donc, et c'était 2 jours plus tard que le Royaume-Uni et la France allaient déclarer la guerre. Et dès le 3 septembre, le début officielle de la guerre en Allemagne était la déclaration par les Français et les Britanniques. Et donc, les événements allaient suivre cet itinéraire. Mais en dessous, il y avait le sens commun. Les gens ont tiré des conséquences de la guerre de 14. La guerre de 14 a eu lieu en France. Il était clair que l'Allemagne était l'envahisseur en passant par les Pays-Bas, la Belgique et la France. En Allemagne, il y a eu l'idée de l'Empire russe qui avait mobilisé d'abord en passant en Prussie orientale et donc même les socialistes avaient voté les crédits militaires le 14 août 14 et ils ont participé à la version allemande de l'Union sacrée en 14 et en 39 c'était encore le modèle dans les esprits des Allemands en tant que guerre de défense nationale, on pourrait refaire la même chose avec les mêmes idées. Donc, on va écouter la lettre de Rosenfeld. Il écrivait que maintenant comme alors, la guerre s'est imposée à l'Allemagne et il faudra suivre le destin, comme dira Dieu. Donc, il était catholique. Maintenant, tout le monde doit être à l'Allemagne et se mettre debout pour défendre le peuple. Et là, on entend comme un écho de la déclaration du mois d'août 1914 du Kaiser. Il a expliqué que je ne vois pas de parti, je ne vois que des Allemands. Et donc, il y a eu cette idée que toute la nation, tout le peuple allemand pourrait se mettre ensemble avec une remobilisation, même si les gens n'étaient absolument pas optimistes concernant
l'avenir. Et donc, il y a ce pessimisme sous-jacent concernant la nature de la guerre qui permettait aux gens de s'adapter aux difficultés dans la vie privée, dans la vie sociale, dans cet état de guerre. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses soient faciles. Donc, d'une façon ou d'une autre, le souvenir de la Grande Guerre, dans les deux sens, il y avait ce souvenir d'une guerre perdue. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens acceptaient la mobilisation. Au cours des années 30, ils savaient deux choses concernant la Grande Guerre. Premièrement, c'était terrible. Il ne fallait pas que ça se fasse à nouveau, et que si ça devait se faire encore une fois, il devait aller jusqu'à la fin sans perte, parce qu'ils pensaient que s'ils allaient perdre la Deuxième Guerre mondiale, ce serait encore pire. Donc là, c'était un instituteur ou un prof catholique. Là, c'est un professeur protestant avec son fils. Donc en 1944, c'est son fils qui doit aller confronter les chars américains avec des fusils. Et donc, son père lui envoie des poèmes patriotiques pendant la guerre napoléonienne. Et même en 1944, ça reste pertinente. Ce n'est pas seulement que les deux pères, Topperwein ici et Rosenfeld, avaient connu la Grande Guerre en tant qu'anciens combattants, mais pour ses fils élevés dans ce climat de sacrifice patriotique, c'est encore plus important, parce qu'ils n'avaient pas expérimenté, ils n'avaient pas ressenti cela, mais ils savaient que la génération de leur père n'avait pas réussi à eux de combler ce problème. Et donc je pense que le patriotisme allait encore plus loin et était plus profond en Allemagne qu'en France, par exemple, parce que l'histoire de la Grande Guerre en Allemagne était l'histoire d'un échec. Donc on voit en surface, on fait comme s'il y a eu une agression extérieure. Mais je pense que sur le fond, il y avait une mobilisation culturelle et un sens de sacrifice qui ont pu rassembler ou réunir une grande gamme de peuples et d'opinions pendant la Grande Guerre entre l'extrême droite et gauche. Et on voit cela au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit cela dans les rapports de la police secrète, où ils voient une division entre ce qui était avec les nazis avant et les autres. Donc, il y a une couche très mince de nazisme, mais en dessous, il y a la culture protestante, la culture catholique. Et donc, c'est une culture qui existait toujours. Et les gens continuaient à parler à leurs amis, à leurs voisins. Donc, ils auraient pu arrêter les dirigeants politiques des autres partis, mais il y avait encore ces gens en dessous. Et donc, pour gérer l'opinion publique avec la propagande, il fallait voir quel message pourrait être porteur pour tout le monde, ou quels seraient les messages qui seraient rejetés par une majorité. Donc, c'était le problème de Goebbels. Comme il avait une sorte de monopole du bruit, il pourrait faire beaucoup de bruit en se trompant de message. Donc, une guerre, au fond, impopulaire mais nécessaire. L'ambassadeur de France à Berlin, André-François Poncet, raconte que l'ambassade de France n'est absolument pas attaquée, il n'y a pas de manifestation d'hostilité, ce qui est une différence par rapport à la Grande Guerre. Et ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est qu'au fond, l'Allemagne, en proposant au fond un regard décentré, nous pensons que bien sûr l'Allemagne nazie est l'agresseur, mais la population allemande est persuadée qu'au fond, elle est agressée et elle est victime au fond d'un phénomène assez classique dans son histoire, qui est le syndrome de l'encerclement, qu'elle est encerclée par des puissances hostiles.
Et donc c'est ce qui explique, vous le montrez bien, c'est ce qui explique qu'au fond il y ait cette mobilisation patriotique. Alors du coup, les questions qui se posent, c'est de se demander si ce sentiment, cette mobilisation patriotique, elle va perdurer tout au long de la guerre. Et, question subsidiaire, si la guerre contre l'Union soviétique, à partir donc du 22 juin 1941, va modifier la donne. Car là, en toute objectivité, il y a agression de la part de l'Allemagne. Et nous savons maintenant, grâce notamment aux travaux de Gabriel Gorodetsky, que Staline envisage, au fond, une paix, en fait une période de paix entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Alors, est-ce que la guerre à l'Est va modifier cette perception? Est-ce qu'elle va intensifier la mobilisation patriotique, ou au contraire la décroître, sachant que, un, l'Allemagne est l'agresseur, et que, deux, elle mène une guerre particulièrement barbare à l'Est? Oui, tout à fait, absolument. En juin 1941, avec l'attaque contre l'Union soviétique, c'est le grand tournant de la guerre. Cela va amplifier la mobilisation en recréant l'alignement géographique de 1914. À l'époque, les socialistes, les sociodémocrates, les reporters sont allés en masse pour parler du barbarisme des barbares à l'Est. Les attaques contre les femmes et les enfants en Prusse orientale. Et donc, ils avaient une sorte de répertoire en 14, parce que c'était la Russie qui s'est battue contre Napoléon et aussi contre les soulèvements de 48. Mais en 14, ils ne savaient pas que les aristocrates allemands allaient être d'accord avec eux. Donc, même avant la révolution bolchevique, il y avait une tradition où on voyait la Russie comme pays barbare et non européenne. Donc, il y a eu cette définition ou cette distinction entre la culture, la civilisation et le monde barbare, surtout à gauche, cette alliance sacrée de 1815, c'est la Prusse, l'Autriche et la Russie. Donc ça, c'est la version absolutiste aristocrate. Donc il y a cette tradition-là. Mais après la révolution bolchevique, cette tradition a rassembler les factions conservatrices contre l'Union soviétique. Voici un exemple. En 1939, les évêques et les pasteurs protestants ont prêché la guerre comme en 14. Les évêques catholiques ne l'ont pas fait de cette façon. Les évêques catholiques priaient pour le salut du pays et pour la vie des soldats allemands. Mais ils avaient peur de cet alignement nazi soviétique. Ils avaient peur que l'athéisme bolchevique allait contaminer les nazis. Et donc, en 1941, les catholiques, les évêques prêchent d'une croisade contre le bolchevisme bolchevique et parfois contre le bolchevisme juif aussi. Donc, l'été 1941 représente un point de conflit entre les nazis les plus radicaux et l'Église catholique. C'était un temps difficile pour cela, et ils l'ont fait sans retenue. Et à partir de cela, ils ont participé pleinement à cette mobilisation nationale. Autre chose très claire, la
vision des Allemands envers leurs ennemis ne correspondait pas à la violence que subissait la population. Le choc le plus important, c'était les bombardements alliés des villes. Mais il restait des espoirs d'une paix séparée avec l'Ouest. Donc en 39, Hitler avait proposé de faire la paix avec les Britanniques, et avant que cette offre ne soit rejetée, les gens ordinaires pensaient qu'ils n'auraient pas besoin de carte de rationnement. Et puis en 1945, quand les troupes, l'armée allemande défendait le Rhin contre l'Ouest, et à l'Est, il y avait les Russes sur l'Oder. Et donc, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir rester assez longtemps pour que cette alliance entre l'Ouest et les Russes, les Soviétiques, allait s'effondrer, en pensant qu'ils avaient simplement tort à l'Ouest, qu'ils allaient pouvoir se débarrasser de leur lobby juif et qu'ils allaient pouvoir se réunir avec les Allemands pour défendre l'Europe contre la menace des bolcheviks. Et donc, pendant la guerre froide, les Allemands ont constaté que cela a eu lieu. Et leur réponse, leur réaction à la guerre froide était, grosso modo, oui, on avait raison. Comme si, sans bien entendu faire référence au nazisme, à Hitler, au Troisième Reich. Mais lorsqu'on regarde les images des démocrates chrétiens dans l'Ouest au cours des années 50, c'était la même image que l'image de Goebbels, les soviétiques comme des barbares et des violeurs qui allaient violer les femmes allemandes. Donc avec les premières élections en 1949, il y a eu des affiches en Bavière. Donc il y a une continuité, mais il y a en même temps une différence importante. Voilà quelques images de la mobilisation. Donc là, c'est quelque chose tiré d'un album de photos d'une famille. Donc c'est membre du parti nazi, il s'appelle Fritz Pabst, tout à fait à droite. Et pendant cette période du tour de guerre, donc pendant l'hiver 39-40, il pensait qu'il valait mieux avoir cette guerre en ce moment-là pour que leurs propres enfants n'aient pas besoin de se battre. Donc ce sens de responsabilité intergénérationnelle allait pas seulement vers le passé, mais aussi vers l'avenir. L'idée que tous les 20 ans, il fallait se battre. Donc c'était une promesse pour leurs enfants. Voici son boulot, lui de reconstruire les ponts détruits. Donc il fait ses photos et bon, il est loin du front. Il ne s'est pas battu. Donc, les Allemands pensaient qu'ils allaient raconter l'histoire de la guerre après, et être à l'arrière n'était pas bien. C'était pas héroïque. Il voulait être à l'avant. Mais donc, ce qu'il fait, c'est qu'il photographie des ponts qu'on a fait sauter en France et ici, à Kiev, sur le Dnieper. Et puis, ils ont reconstruit. Bon, vraisemblablement, ils ont utilisé le travail forcé et les prisonniers de guerre soviétiques pour effectuer la construction. Donc, ça, c'est l'image positive de la guerre que construisaient les familles pour elles-mêmes et également pour justifier l'idée que le sacrifice pouvait tout couvrir. À l'époque, le sacrifice, c'était l'absence et pas la mort. Il écrit toujours à son épouse chez elle en Thuringe qu'il faut supporter ce problème, donc l'absence, ces sacrifices de l'absence pour rassurer l'avenir de la patrie. Encerclée, une Allemagne victime.
Alors, est-ce que cela veut dire que, au fond, ces sentiments préexistent à la guerre, ou est-ce que cela veut dire que la propagande nazie a réussi à modeler les esprits, à créer, au fond, un climat favorable à ce type de mobilisation? The answer to both sides of this question Bon. Aux deux questions, la réponse est oui. Donc, ça veut dire, je réponds oui et non. Bon. or being predisposed to see the war as defensive is of course one that is carefully constructed. Bon, il a fallu longtemps pour construire cette idée que la guerre était inévitable. Donc, il fallait voir la guerre comme une guerre impérialiste nécessaire. Et il fallait faire en sorte que les vues pacifistes de la Première Guerre mondiale ne puissent pas être présentées au public. Mais malgré la militarisation de la société, ces défilés énormes pendant la crise de Munich et également en 1939, cela n'a pas fait en sorte que les gens pensent que la guerre était menace et serait un désastre. Bon, la crise la plus importante en durée, c'était la crise de la Tchécoslovaquie en 1938, avec l'annexation du Sudetenland après l'accord de Munich entre Daladier, Chamberlain, Hitler et Mussolini. C'était une crise de 5 mois. L'armée la Tchécoslovaquie s'était mobilisée et avait des défenses, des points de défense très fortes dans les montagnes qu'ils auraient pu utiliser. Donc, il y a eu des tests psychologiques. Donc, les reporters pour le underground socialiste et la police secrète racontaient la même histoire. Même les nazis les plus convaincus avaient peur de la guerre. Donc, le régime comprenait que la mobilisation n'avait pas vraiment réussi. Et Hitler l'a raconté en novembre de 1938 en parlant aux représentants de la presse allemande. Il les a remerciés d'avoir cherché à créer une opinion allemande pendant cette période. Et il parle devant eux des voies historiques qui ont été décelées par la police secrète. Et il explique, donc on n'a eu que des réussites, mais on ne peut rien faire pour convaincre ce peuple couarde à nous suivre. Et je n'ai pu préparer le peuple à ces étapes-là qu'en parlant de la paix. Il explique de façon cynique et de façon claire. Il veut préparer sur le plan psychologique la guerre en parlant de la paix. Donc cette chorégraphie de 1939 devait être créée autour de l'idée de la défense nationale et de la résistance à des attaques d'une agression. Parce que le régime sait qu'autrement, il n'aurait pas pu aller au-delà de ce pacifisme sous-jacent chez la population. Donc, mais ce qu'ils ont fait en même temps était de déplacer et de faire taire les récits de l'autre guerre. Parce que quand la guerre arrive, cet ancien combattant Wilhelm Rosenfeld a écrit cette lettre à son fils. Bon, si vous avez vu le film Le pianiste concernant Władysław Szpilman qui se cache dans le ghetto de Varsovie, c'est Wilhelm Rosenfeld qui va le sauver à la fin de la guerre. Donc, il le trouve dans une maison abandonnée en train de jouer du piano et il le cache dans cette maison et en l'hiver 44-45 et il y a un poste de garde allemande et en janvier de 45 avec le retrait de l'armée allemande, Rosenfeld repart, mais il lui laisse
des couvertures et l'alimentation, la nourriture, pour qu'ils puissent se nourrir. Et dans le film, c'est le seul Allemand au nazi qui a l'air correct. Mais il est un nazi qui y croit. En tant que prof, il enseigne le cursus nazi parce qu'il y croit. Il est également catholique fervent et il a peur de voir ces choses-là. Quand il voit l'exécution des prêtres allemands et le mauvais traitement infligé aux Juifs, il sait qu'il y a quelque chose cloche. Et donc en 1939, déjà, il explique à son épouse qu'il avait revêtu le tenue de l'armée allemande avec une telle fierté. Et maintenant, de honte, il veut l'arracher et le déchirer. Parce que malgré lui, il est une sorte de bouclier derrière lequel les crimes contre l'humanité. Et en novembre 1939, il utilise cette expression « crime contre l'humanité ». Donc, il est à Varsovie lors de l'expulsion de ghetto en 1942. Et il écrit que cela n'a jamais eu lieu. Bon, peut-être les hommes des cavernes se tuaient avec les pierres, mais nous, on cherche à exterminer toute une population. Il a vraiment honte et il se demande ce qu'il devrait faire pour faire quelque chose. Donc, il est l'un des rares personnages de ce livre qui va au-delà de la honte et qui essaie de cacher des Juifs. Et il cache 5 ou 6 à Varsovie. Et ce qui est intéressant, pour lui, il s'agit d'une action privée qui n'interfère nullement avec son devoir patriotique. Ce n'est jamais en conflit avec son désir de voir une victoire allemande à la guerre. C'est comme une façon de dire que nous, on peut être de meilleurs patriotes que les nazis. Ils ne voulaient pas que les Allemands perdent la guerre et c'était la seule façon de faire survivre à long terme les Juifs. Donc il y avait très peu de personnes qui cachaient des Juifs en Allemagne qui voulaient que l'Allemagne perde la guerre. Et normalement, c'était des communistes. Donc, c'était la position dès le départ. Donc, ce qui est intéressant concernant les communistes, c'est pas qu'ils voulaient la perte des nazis, mais qu'ils voulaient sauver des Juifs, parce qu'il n'y avait pas de lien direct et automatique. Donc, deuxième élément de cette histoire. Donc, il y avait énormément de propagande pendant la guerre. Et dès le début, on a compris que c'était une guerre comme aucune autre. Voici une photo de la propagande qui cherche à rendre la guerre excitante. Donc il y avait des bombardiers Stuka pour que les gens au cinéma puissent plonger avec les pilotes, avec cette exhilaration de la chute vers la terre. Mais ils comprennent que cela n'est pas complètement sans victime. Donc ça, c'est le point de vue de l'autre côté, en Allemagne, de l'Allemagne, qui n'est pas publié en Allemagne. Mais dès 1940, il y avait les travailleurs forcés polonais qui travaillaient pas seulement dans les fermes, mais également dans des usines. Et dès la défaite de la France, ils ont commencé à exécuter les Polonais en public pour les crimes contre la race. Donc avec la même législation que mise en œuvre contre les Juifs en 1935. Donc il y a l'Allemande avec la tête rasée, une femme tondue, et donc, mais ça démarrait en Allemagne, bien entendu. Et donc, il y a son placard. Bon, vous n'allez pas pouvoir le lire là, mais elle dit que je suis en train d'avilir ma race. Et de l'autre côté, il y a son amant allemand qui vraisemblablement va être exécuté par pendaison en public après cet exercice de moquerie en public. Et j'ai choisi cette photo pour montrer le nombre de femmes et d'enfants dans cette
cette foule. C'est en Thuringe où c'est l'Église protestante qui dominait. Et là, ce sont des chrétiens allemands, vraiment un type de protestantisme pro-nazi, avec très peu de distinction entre l'Église et le parti. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des foules qui veulent assister à cela dans des zones catholiques. Il y avait moins d'enthousiasme et les femmes catholiques disaient: et qu'en est-il en Pologne avec nos hommes et leurs femmes? Et ils disaient que c'est quelque chose de médiéval et également que ce sont aussi des catholiques en Pologne, ce qui explique l'affinité de Wilhelm Rosenfeld avec les prêtres catholiques en Allemagne. Et Hitler, au bout d'un an, met fin à ces exécutions en public parce qu'il voit que ça divisait et il ne voulait pas tester les limites de l'opinion allemande. Mais pour répondre à votre question, l'invasion de l'Union soviétique mène cela à un tout autre niveau. Et j'ai essayé d'explorer dans le livre la chose suivante. En lisant les lettres intimes entre deux amis qui avaient été membres de groupes catholiques de jeunesse, Münster, ils étaient religieux et ils voulaient documenter tout cela un peu comme un pèlerinage, un peu comme certains jeunes naïfs sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Ils voulaient consacrer tout cela par écrit. Et ils ont découvert qu'il n'y avait pas de mots pour décrire cela. Et donc il y en a un, après avoir décrit une scène d'exécution de masse de partisans, et il le décrit en disant: ce sont comme les personnes perdues au bord de la route dans la Bible. Et ils disent que ces images sont pires que les images de Goya en Espagne pendant la guerre contre Napoléon. Donc il essaie d'y trouver un élément artistique ou d'esthétique, et il sait qu'il lui manque un langage permettant pour en parler. Et quelques mois plus tard, il parle de l'exécution de 500 juifs. Il dit qu'on les a fusillés et enterrés. Il dit là, c'est pas le moment d'expliquer cela et les raisons. Et il n'envoie plus jamais une lettre là-dessus, son ami. Et cela représente une forme d'ajustement psychologique sur le front. Mais il y a eu également les ajustements à l'intérieur. Donc, les historiens doivent faire face à un problème avec les Allemands de l'intérieur. En décrivant les champs de mort et les camps d'extermination, bon, les historiens nous emmènent en tant que lecteurs, on va voir des choses que les Allemands de l'intérieur n'auraient pas vues, n'auraient pas pu percevoir. Ils auraient pu en entendre parler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voici une image photographiée pendant l'avancée vers Moscou, l'automne 41, et on a trouvé dans la poche d'un prisonnier allemand. Donc, c'est une photo prise sur le front russe et qu'on a retrouvé en Russie. Mais en fait, ça devait aller en Allemagne d'abord. Donc, c'était du film 35 mm qui devait être envoyé en Allemagne, à la maison. On allait développer et
faire des tirages et les renvoyer sur le front. Donc chaque photo qu'on trouve dans ces sources-là a circulé, a fait tout le circuit. Les gens auraient tout vu et on aurait partagé ces informations. Ici, bien entendu, on voit l'étape suivante, déportation en plein jour des Juifs au mois de mars 1942 dans les grandes rues et la suite dans une autre ville, à Hanau, où les gens se présentent pour racheter les biens juifs aux enchères. C'est donc le second moment de cette discussion. En règle générale, on pense que les régimes totalitaires imposent une terreur absolue aux individus, que les citoyens de ces pays totalitaires n'osent discuter, que le pouvoir, au fond, exerce un contrôle total. Or, ce que vous montrez, c'est que, la solution finale est connue des Allemands. Alors, on s'en doutait un peu depuis le livre de Walter Laqueur, le terrifiant secret, hein. Mais cela rompait, ce livre, qui est déjà ancien, avec l'idée qu'au fond, les Allemands ne connaissaient pas l'ampleur de la solution finale. Alors, du coup, qu'en déduire ? Est-ce que le régime a mal préservé ce terrifiant secret? Est-ce qu'il a au contraire essayé de le partager avec la population pour la rendre complice? Comment, au fond, comprendre les attitudes de la population par rapport précisément à la Shoah? Oui, les choses se sont passées de cette façon. Le régime ne savait pas quoi faire. À l'automne 1941, il y a beaucoup de nazis très importants. Rosenberg et Goebbels voulaient vraiment expliquer à la population ce qu'ils avaient entamé. C'est comme si il y avait une excitation. Et donc, il répète la prophétie d'Hitler en disant que dans le cas d'une guerre mondiale, la population juive ne détruirait pas l'Allemagne, mais ce serait la force qui serait exterminée. Et donc, c'est une prophétie de janvier 1939 qui devient célèbre à partir de 1941. On le répète, on l'imprime, on va montrer cela au cinéma et Hitler lui-même commence à répéter cela. Il le répète en 1941 et il le répète dans une série de discours en 1942. Sauf que ça devient plus concret. Parce que le langage abstrait de 1939, c'était que les Juifs seraient enlevés, annihilé, donc terminé. Donc c'est un mot abstrait en allemand et il le remplace par un mot qui ne peut être traduit que par l'extermination à Swaltang. Et donc dès 1942, cela est tout à fait explicite. Cependant, Goebbels fait très attention en 1942 avec ces trains de déportation qui passent de l'Europe, qui traversent l'Allemagne vers la Pologne occupée. Il impose une censure sur les détails, les faits, les petits faits. Donc, les informations qui circulent sur le plan privé en Allemagne n'est pas confirmée. Donc, au plus fort, pour ainsi dire, de la solution finale. Cependant, la machine du Parti central reçoit ces demandes des dirigeants sur le terrain qui demandent dès l'automne qu'est-ce qu'on doit dire. Les gens arrivent avec ces informations, ils sont témoins oculaires et donc il y a des millions de juifs qui sont tués devant les témoins, 2 millions. Et il y a des témoignages et on n'a pas besoin de savoir qu'il existe des camps d'extermination. Et Bormann dit, bon, il faut leur dire qu'on a dû le faire maintenant parce qu'on n'aurait jamais eu une meilleure occasion de le faire. Donc il n'y a pas de... C'est une confirmation. Donc ça montre qu'il y a différentes parties du régime qui font des choses différentes. Donc il n'y a pas de confirmation publique. Donc ça a lieu à un niveau plus bas. C'est une diffusion privée des connaissances, du savoir. Les gens savent davantage ce qui se passe
mais l'Église catholique qui aurait pu s'y opposer n'a rien fait. Et le parti ne fait pas plus que ce que dit Bormann en disant ce qu'il faut faire. Donc il y a un décalage entre ses connaissances privées et le silence. Le silence est brisé dès 1943. Le régime commence à dire au public davantage des choses. Donc ça rappelle ce qu'ils savent déjà. Donc il y a des articles dans la presse. Bon. Et si on devait résoudre le problème des Roms de la même façon que le problème juif, dans l'encyclopédie Bronkhaus, il y a des articles confirmant qu'il y a très peu de juifs qui existent encore. Donc, il change les statistiques. Il y a des éditoriaux dans la presse pour demander si la Tchécoslovaquie et la Hongrie pourraient résoudre le problème juif de la même façon que l'Allemagne. Et ce sont des choses qu'on ne pouvait pas lire sans avoir un rappel aux faits qui ne sont pas dans l'article, mais qu'on savait déjà. Mais à la fin du printemps de 1943, lors du début des bombardements très lourds des villes allemandes par les Britanniques, ça devient de plus en plus explicite. Donc, on lit dans les journaux que nous avons suivre la prophétie d'Hitler contre les Juifs, mais on l'a fait. Donc cela a eu lieu. C'est très clair. Ils ne parlent pas des détails, mais ils expliquent que l'extermination des Juifs a eu lieu et il n'y a plus cette menace à l'avenir. Et cela a un impact catastrophique sur le discours public en Allemagne. Donc, ce que espérait le régime, c'est une remobilisation de la population avec un engagement accru dans l'effort de guerre. Parce que Goebbels l'écrit dans son journal intime, une population qui sait qu'on ne peut pas reculer va aller jusqu'au bout. Et là, il a mal calculé les choses ici. Et la réaction à ces propagandes est négative. Et voici la raison. Bon, l'été de 1943, la RAF a bombardé la ville de Hambourg pendant une semaine, du 26 juillet jusqu'au 2 août. Et dès le deuxième raid, le centre-ville était en train de brûler. 34 000 personnes sont mortes dans cet bombardement. Et le nettoyage, pour ainsi dire, après, était horrible. Donc, les jours et les jours après ces raids, donc, il y avait une population d'1,2 million, 800 000 sont partis et ils ont rapporté leurs histoires terribles à l'ensemble des villes et des villages où ils sont allés chercher un refuge. Donc, Goebbels a expliqué qu'il y avait une panique massive dans l'ensemble de l'Europe occupée, un sens d'une vulnérabilité et d'impuissance de la population civile partout et dans des villes. Et cela va avec le même message qu'il avait déjà publié. Mais prend le contre-temps du premier message. Et les gens commencent à dire, si on n'avait pas maltraité les Juifs, si on n'avait pas apporté une telle solution extrême à la question juive, donc cela n'aurait pas eu lieu. Et donc, on rend compte du Hambourg dès le début du raid, et on disait la même chose en Bavière, dans des villages qui n'avaient jamais subi des bombardements. Et donc, ça, c'est la conversation partout dans la population. Et ça avait été lancé par le régime, mais ils n'avaient pas prévu cet état de fait où le bombardement
paraissait sans défense, et il y avait aussi une dictature affaiblie. Donc le premier jour des bombardements, c'était le jour de l'arrestation de Mussolini. Et donc, c'est le chef de l'état-major en Italie qui est devenu le chef du régime. Donc, ça donnait l'idée qu'il pouvait y avoir un changement de régime. Et il y avait aussi l'idée qu'on pouvait avoir un changement de régime, faire la paix avec les Anglais, et puis se retourner contre les Soviétiques. Donc, le régime n'a pas changé de discours, mais chez le peuple, l'idée était, il y avait l'idée qu'on pourrait peut-être mettre fin à la guerre si on pouvait trouver des contreparties non juifs à l'Ouest. Par l'extermination des Juifs d'Europe, et de l'autre, le sentiment que les Allemands ont que les bombardements sont au fond des opérations de représailles. C'est ainsi que c'est perçu. Donc du coup, cela veut dire qu'il n'y a pas, et notamment dans les individus que vous suivez, il n'y a pas de condamnation morale. Il n'y a pas d'épouvante par rapport à ce qui se produit. Ce qui est très surprenant, c'est de voir au fond que toute une partie, en tous les cas, de la population allemande, de la société telle que vous la... au fond, approuve, voire participe, en considérant que c'est une nécessité triste mais nécessaire. Bon, pas tout à fait, pas tout à fait. Bon, lorsqu'on lit ces sources, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rédigé ce livre. Donc, on savait que ce que on connaissait l'attitude des Allemands concernant les Juifs, mais on posait la question, est-ce que les Juifs, est-ce que les Allemands auraient voté pour le Shoah s'ils le savaient? Donc, pour prendre un argument très simple de Goldhagen, que la population allemande voulait tuer les Juifs et devait avoir l'approbation pour passer à l'acte. Donc là, on a été très simple de la nobilisation. Donc, depuis 20 ans, les résultats des recherches des historiens montrent que cela n'était pas vrai. Les gens ont dû apprendre à transgresser. Cela montre l'importance de ces lettres du front avec ces changements psychologiques, cette adaptation en ayant su qu'on a transgressé en 1939. Il y a un pourcentage, 60% de la population appartient à une organisation nazie, mais il y a 97% qui appartient à une église. Donc il y a ce recouvrement partout dans la société allemande. Et Goebbels découvre que chaque fois qu'il cherche à mobiliser les gens avec son rhétorique radicale, antisémite, à partir de l'imposition de l'État juif, il a une opposition. Donc c'est pour ça qu'il ne demande pas une approbation. Mais en 1943, les choses ont changé. Et ce qui est intéressant concernant ce que disent le discours public concernant le bombardement, ce qui est intéressant, c'est que le peuple sait qu'on ne pourra pas trouver une paix à l'Ouest, parce que l'extermination des Juifs a eu lieu. Et donc ces bombardements obligent à parler du présent et de l'avenir. Donc presque malgré eux, ils utilisent l'ensemble de connaissances pour réévaluer la situation. Et on peut apprendre cela uniquement si on met en parallèle deux choses. L'expérience allemande des Allemands. Et donc, ils savent, pour eux, ce qui importait aux Allemands était prioritaire. Ce qui se passait chez les Juifs n'était que secondaire ou encore de moindre importance. Donc ils parlent des Juifs par rapport à eux-mêmes, pas par rapport aux Juifs. Donc même plus tard, lors de l'occupation de Budapest avec le ghetto
des Juifs. En Allemagne, les Juifs, les Allemands ne parlaient pas du sort des Juifs en Hongrie, 400 000, 500 000 à être exterminés en Auschwitz dans les mois à venir. Ils parlaient de la guerre aérienne. Ils disaient, bon, les Hongrois étaient plus intelligents que nous parce qu'ils ont gardé leurs Juifs en centre-ville, parce que là, ils avaient des otages. C'est comme des boucliers humains, pour utiliser la terminologie de la guerre d'Irak. Donc, l'idée du peuple, c'est que c'était des Juifs à Londres, Washington et à New York qui allaient diriger les bombardements et qui n'allaient pas bombarder les villes s'il y avait des Juifs. Et ils pensaient même qu'il y avait à Berlin, qu'il y avait, ou ailleurs en Allemagne, il y avait certaines rues où on bombardait des rues parce qu'il y avait des nazis et on épargnait des rues où il y avait des Juifs qui voulaient récupérer leurs biens. Donc c'était une pure fantaisie pour la RAF. S'ils étaient à 5 km de la cible, ils étaient contents. Bon, c'est une fantaisie de penser que le bombardement en 1943 avait la précision des Exocet ou des missiles de croisière. Bon, donc la population a été prise dans une sorte de logique d'escalation et et ils pensaient qu'à la fois le bombardement et la tuerie des Juifs étaient des choses immorales et c'était une transgression. Et c'est pour ça qu'ils les mettaient ensemble ou en parallèle. C'est pas seulement le discours de Goebbels qui accepte que sur le plan moral, les Allemands n'auraient pas donné leur acquiescence à l'extermination des Juifs, mais ils étaient pris dans ce piège. Donc le regret de 1943 devenait une sorte d'idée des otages en 1944 et la première ville allemande occupée, Aix-la-Chapelle, la population pensait être punie pour tout cela. Donc quand j'ai lu ces comptes rendus, je pensais d'abord que c'était incompréhensible. On ne pouvait pas comprendre ce qu'entendaient les Allemands quand ils parlaient des meurtres des Juifs et on ne pouvait pas comprendre cela sans comprendre ce que pensaient les Allemands de la guerre. Et là, j'ai compris qu'aucun historien n'avait essayé de voir ou de documenter ce que pensaient, ce qu'écrivaient, ce que percevaient les Allemands. Et comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser cette forme de logique où ils parlaient ouvertement concernant une guerre génocidaire. C'est une façon oblique de reconnaître cela. Mais les nazis, toujours, utilisaient ce que les anarchistes du 19e siècle appelaient la propagande de l'action. Et donc, c'est l'action même, c'est l'acte qui a tout transformé, je pense. Donc, je pense que lors de la deuxième moitié de la guerre, le régime manquait à la population, manquait à les défendre. Donc, le résultat était des critiques, une absence de popularité et puis une nouvelle mobilisation. Voici une image de la ville d'Hambourg au mois de novembre, une commémoration des gens morts suite des bombardements. Donc à la fin de la guerre, la plupart de la population est revenue dans des caves suite de la guerre. Voici la mobilisation des femmes pour le DCA. Donc ce sont les projecteurs pour essayer de trouver des aéronefs. Et c'est une mobilisation qui a lieu en même temps que le régime n'est pas accepté. Et donc, c'est une transformation de la population. Et donc, c'est là où les lettres
et les journaux intimes deviennent importants. Ce ne sont pas des reportages personnels. Ils expliquent ce qui se passait. Donc je pense qu'au cours des années 30, les Allemands n'étaient pas plus antisémites qu'avant 1933. Mais en 43, 44 et 45, on ne peut pas les reconnaître. C'est un problème. Ils ne pouvaient pas prévoir la guerre qu'ils allaient avoir et ce qu'ils auraient pu espérer. Et donc, il y a cette transformation interne des Allemands et la transformation de la culture entière. Et c'est ça l'objet, je pense, de ce livre. Il n'y a pas d'opposition à l'entreprise génocidaire. Les églises se taisent. Et même les Allemands ordinaires se mobilisent assez peu. It's okay? I still missed the key point. Okay, so there is no mobilization against genocide, No. neither from the church or from Main Street Germans. No. Non. This is the interesting thing. Bon. Wilhelm Hosenfeld is Voilà quelque chose d'intéressant. Donc j'ai parlé de Wilhelm Hosenfeld, qui lui a fait quelque chose, mais à titre privé, personnel. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont taraudés par cela. Chez eux, il y a un problème de conscience chez certains. Qu'est-ce que ça implique d'être impliqué dans l'extermination d'une population? Donc, on a vu un autre ancien combattant avec son fils en 1944, et donc il étudie cela dans son journal intime pendant 4 jours. Il en parle. Il dit qu'il n'y a jamais eu de parallèle. Donc il y a peut-être un aspect légitime quand il y a des actions collectives contre des partisans. Mais après, il ne dit rien. Et si on n'a que son journal intime, on pense qu'il l'oublie. C'est au mois de mars 1945, quand il comprend que l'Allemagne va être défaite sur le plan militaire. Il n'avait pas accepté auparavant. Et donc, il y a encore quelque chose dans son journal intime où il pense aux horreurs de la guerre. Ils ont dit, bon, les Russes ont eu les atrocités à l'Est, les Américains et les Anglais ont bombardé, mais nous, toutes les femmes, tous les enfants, on avait ce gaz et ces trains. Donc il savait tout cela. Il n'avait pas écrit, mais il écrit uniquement parce qu'il doit le faire. Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Parce qu'il doit faire face à autre chose. Le fait qu'il a l'impression que la guerre sera perdue. Et il doit en tenir compte. Qu'est-ce que cela implique d'être pas seulement le peuple des faits, mais également le peuple qui est coupable. Et il dit que le fait, c'est qu'il n'y a pas il reste protestant, il n'a pas perdu son Dieu, mais il dit qu'il y a l'ensemble de ces crimes qui sont d'une façon ou d'une autre terribles. Donc, avec sa conscience, il essaie de s'en sortir d'une façon. Mais pendant qu'il a l'impression que l'Allemagne pourrait gagner, il n'ose pas ou il ne va pas parler du génocide. Donc c'est un silence. Mais pour lui, le silence indique qu'il pense que c'est un moindre mal. Parce que dès l'automne de 1943 et le printemps de 1943, toujours, il n'écrit que de la retraite des Allemands. Et ils espèrent que avec la retraite, il n'y aura pas des désertions, des rébellions et aussi ce qui s'est passé en novembre 18. Et donc, il dit que pour les soldats, les militaires restent mobilisés
patriotes et qu'ils accomplissent leur devoir. Et pour Wilhelm Rosenfeld, c'est pareil. Il écrit concernant l'extermination des Juifs à Varsovie et quelques mois plus tard, il envoie une lettre à son fils, Detlev, on l'a vu jeune avant, qui est soldat sur le front de l'Est, et il fête l'unité du peuple allemand qui ne permettra jamais la défaite. Donc ce qui est tellement frappant, c'est que malgré ces crises de la guerre, sur le plan mental, ils ont été là où ils en étaient à l'automne de 1939. Ils habitent toujours ce monde imaginaire de la Grande Guerre, où ce qui compte, c'est de rester intact, ensemble, d'aller jusqu'au bout sans capituler. Donc ce n'est pas uniquement Hitler qui a cette obsession avec la Première Guerre mondiale, mais toute la population. Et c'est ça qui fait peur. Et on voit ça dans la vie privée, dans leur vie personnelle. Les gens cherchent à garder l'unité pour que l'intérieur et les fronts restent unifiés jusqu'en 1945. Troisième et dernier pan de cette intervention, Nicolas, c'est au fond la place de l'individu dans une société de masse, dans une société totalitaire, où on imagine qu'il y a un contrôle total. Alors la question que je voudrais vous poser d'abord, c'est au fond, les individus, les Allemands, avaient-ils le choix? Est-ce qu'ils avaient des espaces de liberté, des espaces individuels? Vous montrez bien, par exemple, que la Gestapo, parfois, va préférer éviter de réprimer plutôt que de créer le scandale. Donc voilà, quelle est la marge de liberté dans un régime aussi totalitaire que le régime nazi? More than we think. Bon. So, I don't think the concept of totality. Il y avait plus que ce qu'on aurait pu croire. Donc, je ne crois pas que l'idée le concept de totalitaire, pays totalitaire, est utile lorsqu'on étudie l'Allemagne nazie. Si on compare avec un régime stalinien, donc dans un régime stalinien, il ne croit pas que le peuple soutient ou est derrière le parti. Donc les slogans sont importants parce qu'il refuse d'écouter toute autre version. Donc les rapports secrets de l'Union soviétique ne disent jamais ce que pensent les gens et ce que disent les gens. Et donc, ce que disent les gens, ce sont les derniers slogans. En partie parce que la police secrète a peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils racontaient des choses qui déplaisaient au régime. Et en Allemagne nazie, on n'a pas l'image de la plupart des États policiers. Donc, normalement, on démarre par une surveillance de la population et on essaie de mentir aux dirigeants. Ben, même en février 1945, les comptes rendus de la police secrète dit à Hitler que son dernier discours n'était pas bien reçu par la population. La NPD n'aurait jamais pu faire ça en Union soviétique. Autre chose, on ne s'attendait pas à ce que les gens répètent les phrases même de la propagande nazie. Bon, on trouve ça souvent dans les journaux intimes, mais ce qu'ils essayaient de faire, c'était de faire ce que font les publicitaires maintenant, pour que les gens acceptent un ensemble d'idées. Donc, que faire pour que la population accepte de se battre contre le Royaume-Uni alors que la plupart des Allemands avaient une bonne image des Britanniques. Donc, pour les Britanniques, bon, quelle était l'image? En voilà, encore une fois, comme en 14, avec des images de
des casques avec la pointe. Et donc en Allemagne, ils ont publié l'ensemble des écrivains de gauche de l'Allemagne des années 30 pour montrer que le Royaume-Uni était dirigé par une classe aristocrate corrompue avec les Juifs. Donc, dans les revues, il y avait l'exposition avec Longchamp, Royal Ascot, c'est comme Longchamp ici, ou bien les Henley, avec des images des classes supérieures bien habillées. On montre également les slums, les taudis, avec les défilés de la faim et des pauvres. Donc, ils ont créé une image du Royaume-Uni comme l'Allemagne pendant la Grande Dépression, avant l'arrivée de Hitler. L'idée étant que l'Allemagne était que l'Angleterre était mûre pour un changement. Parfois ça marche. Bon, avec la propagande de Goebbels avec les Juifs, on a vu que la propagande ne marche pas toujours. Mais ce qu'il fallait accepter, c'est que la propagande avait toujours un retour. Les gens pouvaient toujours parler. Et dès qu'un thème passait chez le peuple, il y avait un retour. Donc, ce n'était pas tout à fait totalitaire. Donc, il y avait la police secrète, il y avait la propagande, il y avait l'utilisation de la terreur. Mais la terreur n'était pas un outil aveugle et massif. On l'utilisait presque pour faire un exemple, pour dire voici ce qu'on devrait faire en 1933, après les crises concernant le désir d'un changement de régime, le besoin après le début de 1943, quand les gens parlaient d'une paix avec l'Ouest, mais une fois l'Italie réoccupée, dès la reprise du pouvoir, ils ont puni certains, en sachant que tout le monde pensait cela, en disant voici les limites. Mais là, le terreur était toujours sélectif, et même vers la fin de la guerre, lorsque les généraux voulaient que ils ne voulaient pas des désertions et ils voulaient que les familles à l'intérieur soient arrêtées pour être des otages. Himmler a refusé en disant ce sont peut-être des nazis, il ne faut pas les arrêter. Donc le terreur des nazis dans les pays occupés, c'était la terreur massive avec des représailles massives en France dès le début, dès 1944, en Pologne dès 1939. Ça ne s'est jamais fait en Allemagne parce qu'il faudrait ajuster la propagande, changer leur message pour maintenir un canal de communication ouverte. Ce n'est pas un régime qui avait peur d'utiliser la violence, mais c'est un régime qui ne voulait pas perdre son soutien populaire. Alors, est-ce que vous insistez beaucoup sur ce point en montrant l'importance de la vie privée? On est dans une guerre, on est dans des temps d'airain, et dans le même temps, il y a une vie privée qui continue. Alors du coup, est-ce que cette vie privée elle a pu marquer une limite à la nazification des esprits? Est-ce qu'elle est aussi un espace de liberté? Comment comprendre cela? Alors que, même si vous n'aimez pas le terme, le totalitarisme cherche justement à contrôler la vie privée des individus et à restreindre les espaces de liberté individuelle. I would see it more as an attempt to mobilize. J'y verrais plutôt une tentative de mobiliser la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose de dangereux parce que ce que j'essayais de mobiliser, c'était l'amour. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que l'amour est une chose complexe. Bon, voici l'histoire
emblématique. Une histoire très simple. Donc, c'est une fleuriste et le militaire professionnel, fils de... Donc, et ils sont en 38 dans le jardin du grand-père. Et ils se marient juste avant Noël de 39. Et donc, les médias allemands passe tout de suite à la mobilisation de la vie privée et de l'amour pour à des fins de guerre. Donc, à la radio, le programme le plus important était ce que vous voyez là, un concert à la demande où les gens demandaient qu'on fasse quelque chose en direct. Ils envoyaient de l'argent et donc on lisait le fait qu'il y avait une sorte de dédicace aux soldats qui allaient écouter. Donc, c'est 3 fois par semaine pendant des années. Donc, c'est le programme le plus populaire. C'est l'émission la plus importante parce que c'est l'art qui imite la vie et c'est le régime qui essaie de mobiliser la vie. Donc, la vie est imprévisible. Donc, il peut revenir du front suffisamment pour faire 2 enfants. Donc, après la victoire en France, il envoie des tissus de Marseille, son épouse. Donc, il va à l'Est, il envoie des photos de la guerre à l'Est, et puis il réussit à se faire muter à Toulon, dans le Midi, où il peut prendre un bain de soleil en lisant Das Reich, le journal de Goebbels. Mais eux, ils sont tombés amoureux avant la guerre. Mais pendant la guerre, les choses sont différentes. Donc voici Maria Kundera, une femme très simple, employée des chemins de fer à Vienne. Et le fils d'un cheminot et parachutiste qui rentre à Noël et la veille de Noël, ils échangent un baiser et le problème, c'est ils ne savaient pas si elle voulait ce baiser. Et avant de pouvoir savoir, on le renvoie en Allemagne à sa base aérienne où il s'ennuie et il lui envoie des images, des lettres magnifique en visualisant ce qu'il fait et ce qu'elle fait. Donc, c'est un amour, mais ils ne peuvent pas se revoir. Donc, il va en Normandie avec ses lettres et il passe de Normandie jusqu'en Brest. Et à l'automne 1944, il est là et il est porté disparu lors de la chute de Brest. Mais il envoie sa dernière lettre à l'automne en disant « Bon, je sais que vous ne me laisserez pas tomber et vous m'apportez de la chance. » Et la lettre part par sous-marin, U-boat. Et ces lettres commencent à être renvoyées parce qu'on ne peut pas les envoyer. Donc, à la fin de la guerre, elle a le recueil de ces lettres et à lui et ses lettres à elle. Et 60 ans plus tard, à l'âge de 82 ans, elle envoie l'ensemble de ces lettres de guerre à une sorte d'archive à Vienne. Et l'archiviste regardait tout cela et a découvert qu'elle avait envoyé des lettres à 8 soldats ou 9 soldats. Et c'était comme une police d'assurance pour elle. Donc, l'amour en 1944 n'était pas l'amour auparavant. Donc, en essayant de construire quelque chose sur l'amour, c'était comme si on construisait sur du sable. Ça bougeait. Donc, tout changeait. Mais les attentes personnelles de chacun envers lui-même ou elle-même changeaient également à la suite de la guerre. Et ce qui est tellement frappant, tellement choquant, c'est que ils investissent toujours dans 2 avenirs. Un avenir personnel, donc ça c'est le 3e couple dont je voulais parler. Donc ils se marient pendant la guerre, ils envoient des lettres, ils se voient, elle est photojournaliste, lui est juriste qui va être juge. Il est
artillés à l'extérieur de Leningrad. Donc, il passe sa vie à essayer de bombarder la ville. Elle voyage partout en Europe. Et donc, ça, c'est elle avec son appareil. Et ils essaient de faire une photo de propagande avec l'évacuation des blessés de Stalingrad. Mais même tout à la fin de la guerre, ils s'encouragent mutuellement à croire en leur rapport, tout en sachant que les gens sont peu fidèles, qu'il y a des couples qui se séparent. Donc, ils s'écrivent entre eux pour affirmer leur amour. Et ce qu'ils font avec leur anxiété, c'est d'écrire leurs rêves. Donc, 2 mois après, bon, ils se marient, ils ont un appartement à Berlin, et donc l'appartement est détruit par un bombardement. Et donc, elle pense qu'elle est chez elle, et donc il passe en sidecar, et il ne pouvait, il a envoyé lui rêver qu'il avait fait bonjour sans passé. Et elle a écrit, bon, pas besoin d'être Freud, pour mon rêve, j'ai rêvé que quelqu'un m'a pris entre ses bras et allait me couvrir de baisers, mais j'ai dit, non, je suis mariée. Et entre parenthèses, elle a dit, je n'ai pas oublié. Ils ne peuvent se promettre quoi que ce soit à part ses rêves. Et ils pensaient que ses rêves personnels dépendaient d'une victoire à la guerre. Et ils se sont rassurés mutuellement en disant cela. Le 1er janvier de 1945, après avoir écouté le discours apocalyptique de Hitler, victoire ou la mort, on ne va pas se rendre, et la conspiration des Juifs mènera à l'extermination des Juifs. Donc, il répète tout cela pour mobiliser les gens. Mais ce qu'entend le mari, c'est ce concert à la demande. Et ils écoutent le même homme, et ils écoutent la même chose. Donc, il y a une combinaison des rêves érotiques, d'une vie en commun après la guerre, et cela est relié à une résistance jusqu'à la fin. Et je pense que pour ces personnes-là, il n'y a qu'une défaite militaire qui pouvait mettre fin à ces liens. Voilà, c'est la première fois que j'entends aussi clairement que la Shoah était connue par le public allemand. Et donc je m'interroge, parce que quand on voyait les officiers allemands ou les interviews, ils n'étaient pas au courant. Les historiens, j'ai pas tellement, enfin je les connais pas tous, n'en parlaient pas aussi clairement que vous. Alors comment vous expliquez cette légende du je ne savais pas, qui a duré pendant des décennies, quoi? La chose intéressante, c'est que tout de suite, à la fin de la guerre, les Allemands n'ont pas nié le fait de savoir. C'est arrivé plus tard. C'est très intéressant. Donc, lorsque les Américains occupent Aix-la-Chapelle, la première ville tombée, donc ils envoient les experts de la guerre psychologique. Ils voulaient connaître l'effet des bombardements, les effets sur le moral, etc. Et donc, la première chose, c'est que la population s'attendait à être punie pour ce qu'ils avaient fait aux Juifs. Donc là, ils rencontrent un cadre d'une idée de destin national, un destin collectif. Et bien entendu, c'est ce que Goebbels leur avait expliqué avec leur mobilisation, ce qu'ils avaient fait autrui et ce qu'ils attendaient pour
pour eux-mêmes. Et ça se fait partout en Allemagne à la suite de la guerre. Donc, il y a eu beaucoup de conversations rapportées par les observateurs officiels des Alliés et également par les Allemands et les militaires des forces occupantes. Et donc, ils avaient des conversations, y compris une conversation concernant la solution finale. Il n'y avait pas de déni. Le déni est venu plus tard. Je ne savais pas commence un peu plus tard, quand les gens ont commencé à comprendre qu'il n'y aurait pas de punition collective. Donc, le début du processus de Nuremberg, avec la dénazification, avec 2 millions de personnes qui devaient être étudiées. Donc, là, il y a un discours de Göring où il dit, un discours célèbre, où il pose la question suivante. En tant qu'Allemand, est-ce que vous pensez que vous serez mieux si les Alliés arrivent et si les Juifs arrivent et si vous dites « je ne savais pas et je ne voulais pas m'en occuper et ce n'était que la faute des nazis ». Bon, il le dit en public, dans un discours public. Et donc, sa réponse est non. Ils vont vous traiter de la même façon. Ce n'est pas une guerre entre des nations, c'est la grande guerre des races. C'est quelque chose qu'il dit en 1943. Et donc, il y a des années de préparation pour avoir cette attente de punition. Donc, les procès de Nuremberg, d'abord, étaient très populaire, pour ainsi dire, et après était mal vu. Donc c'est au moment où ils commençaient à avoir faim. Et donc ils disent que les Alliés étaient responsables de cela. Ils disent que les Alliés n'auraient pas dû faire le procès aux dirigeants nazis, que c'est la justice des vainqueurs. Mais ça commence là, avec les excuses. Mais l'oubli commence là. Et il faut que les gens doivent apprendre et se rappeler qu'ils doivent oublier. Donc, il faut construire cet oubli. Donc, et on construit ce déni, cette ignorance, de la même façon qu'on a construit ce savoir. Et dans les années 50, avec le rayonnement de l'Allemagne de l'Ouest, on sait qu'on ne peut pas reformer le Wehrmacht avant d'avoir exonéré, restauré l'honneur des officiers du Wehrmacht. Et c'est le début du mythe du mauvais SS, des SS mauvais et des bons du Wehrmacht. Et on voit ça avec les procès de Nuremberg, avec les nazis mauvais et la population importante. Et donc, plus tard, tout de suite après la guerre, ils s'inquiètent beaucoup plus des communistes, des anciens nazis. Et donc, en 1949, avec la formation de la République fédérale, il y a un pourcentage des fonctionnaires et des juges nazis qui était plus importante que le pourcentage en 1945, à la fin de la guerre. Parce que, la transition dans l'Allemagne de l'Ouest est très compliquée, mais à l'Est, la transition est encore plus compliquée. Mais de part et d'autre, il y a l'utilisation des méthodologies. Donc, c'est notre mythe que les gens ne savaient pas, c'est une construction postérieure. Je ne dis pas que tout le monde savait. Bon, il y avait des poches où les gens savaient, certains savaient plus, d'autres savaient moins. Mais il est impossible qu'il puisse y avoir une conversation publique concernant la solution finale si les gens ne savaient pas en quoi consistait la solution finale. On n'aurait pas pu faire référence à cela sans cette connaissance préexistante. Donc, je pense qu'on peut partir de l'hypothèse que la plupart des gens savaient quelque chose. Good evening. Thank you very much for your lecture. Oui, merci beaucoup de votre conférence. Je ne suis pas certain d'avoir très bien compris vos propos. Est-ce que vous voulez dire qu'à l'époque, en Allemagne,
il y avait plus de gens qui savaient beaucoup de choses concernant la solution allemande et que le terreur nazi n'était pas tellement dur qu'on pouvait s'en sortir. Je ne suis pas certain. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit. Donc, on existe dans un état de mythe en pensant qu'il n'y avait pas de sortie pour la population allemande, on pensait que le terreur était tellement fort. Oui. Donc parmi les historiens allemands, dans l'historiographie allemande, l'idée, c'est que la guerre a eu une popularité après la guerre avec la France, qu'avec le passage à l'Est, c'était moins populaire. Et après la défaite de Stalingrad, les gens ne voulaient pas poursuivre. Et donc, c'est le terreur du régime qui faisait en sorte que les gens devaient poursuivre. Il n'y a pas de base empirique pour cela. Donc, Martin Brochart écrit un essai célèbre. Donc, c'est un historien de l'Allemagne de l'Ouest des années 70 et 80. Et donc, il écrit que la dénazification de l'Allemagne et des Allemands a démarré avec Stalingrad. Que, en privé, de façon secrète, la population allemande était aliénée par rapport au régime, le Troisième Reich, et commençait à se démocratiser. L'idée, c'était qu'ils étaient déjà ils allaient déjà vers la République fédérale. Ils n'avaient pas besoin des alliés pour cela et ils allaient devenir démocratiques, des démocrates d'eux-mêmes, sans la moindre preuve. Et donc, l'idée, c'est que si c'est l'explication, prenez besoin de faire des recherches parce qu'on connaît déjà la réponse. Et bon, c'est une réponse fort commode. On n'était pas là, on n'a rien fait, mais plutôt, on était là, mais on ne voulait pas le faire. C'était les nazis qui nous ont obligés à poursuivre dans la guerre. Et c'est ça qui est incroyable, parce que le régime n'utilise pas une terreur de façon massive contre la population allemande. Et il utilise très peu de terreur contre la population allemande avant 1945. Il y a deux périodes de terreur en Allemagne. D'abord, contre la gauche, donc plus de 100 000 personnes, en 1933, sont envoyées dans des camps de concentration dès le mi-année 34, il n'y avait que 4000 personnes dans les camps de concentration. Le gauche a été humilié, les partis et les institutions étaient détruites et cette culture ou sous-culture était en grande partie détruite. Et ensuite, ils ont pris le pari de convertir les gens, de faire en sorte que la plupart des Allemands aillent dans le sens de cette expérience. Ils ont fait ça tout au long de la guerre. Posez-vous la question, comment est-il possible de se battre dans une guerre mondiale pendant 2 ans entre Stalingrad, février 1943, jusqu'à la défaite au mois de mai 1944. Comment faire ça contre le peuple? Donc, il y avait les membres de Wehrmacht, il y avait des millions dans les mobilisés pour l'évacuation, etc. Et 14 millions mobilisés pour la défense antiaérienne, donc avec les adolescents en uniforme. Et donc, ils imposaient cela. Ce n'est pas un État policier qui mobilisait un petit nombre pour tuer les Juifs. Et tout en se battant en Europe, avec une guerre mondiale, c'est une entreprise d'une échelle massive et tout le monde était impliqué dans cela. Et donc, lorsque je retrace ces histoires-là, ce ne sont pas des nazis dans l'ensemble, ce ne sont pas des gens qui se proclamaient
nazi. Il est beaucoup plus intéressant de suivre les logiques créées par les gens qui croient qu'ils ne sont pas des nazis, qui font ça pour une autre raison. Ils le font de façon volontaire. Ils ont des réclamations, ils ont des dilemmes, ils ont un sentiment moral, pour utiliser une expression des Lumières. Donc, c'est en étudiant cette gamme où il pouvait y avoir un élément de dissension, tout en menant la guerre. Ça permet de découvrir toute une société allemande. Prenez besoin d'y voir un État totalitaire 100% avec des Allemands qui étaient des automates à la fin de la guerre. Les gens pensaient qu'il y avait un caractère spécifique en Allemagne, que les Allemands étaient cruels, qu'ils avaient été élevés d'une autre façon par rapport au reste de l'humanité, et qu'il n'y avait que ces gens-là, de ce type-là, qui pouvaient faire ces choses-là. Donc, c'est une explication qui ne tient pas. Donc, on démarre avec des choses qui étaient analogues à ce qu'on faisait dans différentes parties de l'Europe centrale, sauf qu'ils avaient perdu la guerre. À l'opposé des Italiens qui avaient remporté la guerre, qui ont eu des problèmes après, les Allemands pensaient qu'ils n'avaient pas perdu sur le plan militaire la Grande Guerre. Et donc ça encore, mythe de taille. Donc ils pensaient qu'ils n'avaient pas perdu la Première Guerre mondiale. Donc vous avez raison tous les deux, c'est une autre vision. Je crois va signer des livres pour les personnes qui souhaiteraient avoir une dédicace, outre ce très intéressant bouquin. Merci à toutes et à tous. Merci.